au nom donc, de l'équipe organisatrice de l'exposition Ventilation naturelle, respirer sans machine et du cycle de conférences associées qui débute ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Giampiero Ripanti et Charlotte Picard, voilà, qui ne voulaient pas être nommés, on le nomme en premier, les commissaires de cette exposition à voir à l'école de la Villette actuellement. Et nous ont proposé à Martin Paco et moi d'animer les 4 conférences de ce cycle qui portent donc sur diverses approches à la ventilation naturelle. Ce soir, avant d'attaquer peut-être le sujet du soir, quelques remerciements réglementaires qu'il faut apporter. Donc, et oui, parce que c'est une exposition et un cycle financé par l'ADEME via la ville de Paris et la mairie de Rosny-sous-Bois, avec le concours de l'ENSA de Paris-La Villette et du cluster ESSAM Université, que vous connaissez probablement. Les 3 autres conférences auront lieu à La Villette, dans un amphithéâtre numéro 11, je crois. Vous les avez ici. Voilà, amphithéâtre numéro 11, mardi 11 avril, lundi 17 et mardi 18 avril à 16h, 18 et 18h, si je ne me trompe pas. Hein, c'est bien ça ? 19. Ah, pardon, 19. Ah, pardon, je n'avais pas lu. Ben voilà, vous faites bien. Très bien, c'est un test d'attention pour vous. Et oui, et le 11 avril, puisque donc la conférence a lieu de 16 à 18h, à 18h, nous vous invitons à un apéro boîte air paille avec la dizaine d'associations en Ile-de-France du nouveau boîte air paille, du nouveau BTP, donc collectif francilien de la construction paille, de la terre crue en Ile-de-France, syndicat du réemploi, réseau des alternatives forestières, etc., l'ICEB, la frugalité heureuse et créative, le CO2D. Bon, quelques prises de parole permettront de présenter à chaque fois les associations qui permettent de faire un peu le tour ou un portrait rapide des différentes associations qui existent en Ile-de-France, qui chacune essaie d'avancer l'architecture écologique, l'ingénierie écologique dans leur domaine. Si vous voulez, il reste des places devant. On n'en a pas besoin. Alors, nous allons écouter ce soir une présentation à 2 voix de Philippe Madec et d'Alain Bornarel, que je vais rapidement présenter, ainsi que une présentation de Marc Jaouem ensuite. Et puis ensuite, vous aurez une petite introduction à ce bâtiment où on se trouve, qui est d'ailleurs ventilé en ventilation naturelle. Alors je ne sais pas si avec les paravents vous voyez la machine qui se trouve derrière, mais Giampiero nous fera une introduction, vous montrera, dévoilera les machines, enfin les non-machines plutôt. C'est bien le propos de ce soir. Et ensuite il y aura une visite Non, pas de visite, uniquement ici. Bon, très bien, vous ferez le tour, vous verrez la plupart des intentions de réemploi et une mini-visite. Bon. Voilà, mis en œuvre ici. Philippe Madec est architecte et urbaniste, associé de l'agence Philippe Madec, associé, bon, tout est dans le nom. APM associé, voilà, pour le raccourci. Et le site, c'est Atelier Philippe Madec. Ah, tout se change, très bien. Une agence en pleine évolution parce que, donc, avec plusieurs nouveaux associés depuis quelques années, avec deux sièges à Paris et à Rennes. Évidemment, une agence en pleine croissance avec beaucoup de projets. Une agence fondée par Philippe en 89. Philippe est aussi enseignant dans divers ENSA. Alors j'ai noté Grenoble, ENSA Normandie, Lyon, Bretagne. Et professeur invité jusqu'à Howard. Voilà. Ça fait ça. Et puis donc avec Alain, il a créé et Dominique Gauzin-Muller en 2018 le manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'aménagement du territoire et l'architecture. Alain Bornarel est donc ingénieur spécialisé en énergie thermique et environnement, fondateur de la SCOP Tribu, qui est un bureau d'études environnementales et énergétiques, longtemps président, fondateur et maintenant président d'honneur de l'ICEB, Institut pour la conception éco-responsable du bâti, qui est allez, on va utiliser un mauvais mot, think tank très militant depuis des années pour le low-tech dans la construction. Notamment aussi faire de lance du OFF du DD,
l'objectif final frugalité développement durable, une manifestation qui a lieu tous les 2 ans, qui récompense et diffuse des exemples d'architecture et d'ingénierie éco-responsable, durable, écologique, prenez le nom que vous voulez, bref, les pionniers. Et cette année, la période des candidatures est d'ailleurs ouverte pour le prochain off du DD. Ah bah d'accord. Très vite. Bon, il y aura prolongation. Prolongation. Déposer des projets. On n'est presque pas obligé d'utiliser le micro, ou il le faut pour l'enregistrement? Si, d'accord. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Et ici aussi, l'un des porteurs de nombreuses formations en architecture et développement durable. Voilà. Et puis je présente tant qu'à faire aussi Marc Jaouen, qui est fonctionnaire au ministère de la Transition écologique, Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, et dans ce bureau interministériel qui s'appelle le PUCA, le Plan Urbanisme, Construction et Architecture, qui nous présentera tout à l'heure son rôle d'accompagnateur de ces projets. Alain et Philippe. Je commence, mais on va se relayer en permanence. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Il suffit de faire ça? Non. Il suffit d'avancer la molette? Non plus. D'appuyer sur la molette? Non plus. Clic droit, clic gauche. Ah, il faut que je tire vers moi, c'est ça. Je te remercie, je poussais plutôt. Alors, en fait, Alain Bornarel et moi, on s'est rencontrés en 97, et ça n'a pas duré très longtemps avant qu'on devienne amis, et que l'on travaille de façon permanente depuis cette période-là. Et la ventilation naturelle est rentrée très clairement au cœur de notre manière de fabriquer le projet et de trouver les innovations qui nous permettaient d'avancer. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais le premier projet qu'on a fait en ventilation naturelle, c'est en 2001. On a à peu près plus d'une vingtaine de projets réalisés et d'autres qui sont en cours, qu'on va livrer. Vous avez dans l'exposition 2 projets en cours dont on va parler, qui sont des projets de logement. Puisque aujourd'hui, c'est bien la question du logement qui est en jeu. Et dans les concours, parce que vous savez, on a peut-être une vingtaine de projets ensemble, mais on en a perdu tellement. Vous connaissez la loi du sport, hein. Et parmi les projets qu'on a perdus, la Tour Bois-le-Prêtre. Et quand on a été engagé sur la Tour Bois-le-Prêtre, on avait fabriqué une équipe incroyable dans laquelle il y avait Ken Young, vous savez, cet architecte anglo-malais qui a fait sa thèse sur les immeubles verticaux, green skyscrapers, comme on dit. Et il y avait avec nous Randall Thomas. Alors peut-être que certains d'entre vous ont rencontré Randall Thomas, qui était membre de formation en France et qui était on va dire, le pape de la ventilation naturelle en Angleterre. Et donc on avait une équipe absolument incroyable sur la question de la ventilation. Et moi j'ai assisté aux discussions entre Alain, Randall Thomas et Ken Young, et j'ai eu des moments de plaisir intense à réaliser que la représentation que l'on se fait d'un phénomène fluide qui peut être pensé scientifiquement est aussi une représentation culturelle, et c'était trop beau. On a perdu ce projet, malheureusement, mais bien sûr, on a continué à travailler avec un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici, vous avez des bâtiments publics qui ont été réalisés donc depuis cette époque-là. Et j'ai mis cette image aussi d'un concours perdu, mais pas totalement perdu, puisque quand on a été appelé sur le Grand Palais, Alain a fait un travail incroyable sur la ventilation naturelle et le Grand Palais, sur comment finalement réussir à rafraîchir la grande nef du Grand Palais, qui ne peut pas être rafraîchie qu'avec des machines, c'est impossible. Et le travail qui a été fait nous semblait perdu, jusqu'à ce que finalement ce ne soit pas le lauréat qui fasse les travaux, mais aujourd'hui Châtillon, qui reprend la logique de la ventilation naturelle pour cette halle, et il a bien raison. Et donc voilà. Alors, on est là pour la ventilation naturelle. Mais est-ce qu'on a là juste pour parler de machines ou de non-machines? Pas uniquement. En fait, ce qui est extrêmement important aujourd'hui dans la façon dont l'architecture se renouvelle, c'est l'intérêt pour la matérialité. C'est un grand changement avec ce qui s'est passé le siècle passé. Et aujourd'hui, on le voit bien, enfin je ne vais pas tous vous les nommer, mais finalement notre intérêt à la fois pour le local, notre intérêt pour les savoir-faire, notre intérêt pour on le voit ici, hein, pour vraiment les savoir-faire les plus artisanaux,
nous amène à retrouver des matériaux qu'on avait un peu oubliés, quoi, les biosourcés, les géosourcés, et aussi le réemploi d'autres matériaux qui sont déjà là mais qu'on réemploie. Et cette matérialité-là change l'architecture. Et ce n'est pas juste une matérialité solide. Il y a une matérialité fluide. La matérialité fluide, en fait, elle est triple. L'air est une matière. La chaleur est une matière, la lumière est une matière. Et c'est la même matière, en fait. Et cette matière-là, comme les matières précédentes, font le travail d'architecture. On sait très bien que c'est la manière dont l'air, la chaleur et la lumière jouent avec les matières solides qui fabriquent l'espace dans lequel nous sommes. Et l'espace architectural d'aujourd'hui naît de ça, de cette conjonction des matières fluides et des matières solides. Et cette façon de penser un nouvel espace, ben voilà, on y est, quoi. On y est, on ne peut pas le faire seul. Et moi, j'aurais jamais pu faire mon travail sans qu'Alain soit là, par exemple. Et je pense que sur cette conjonction entre les matières solides et les matières fluides, Alain. Un tout petit mot sur les matières fluides, dont tu les as citées. Pendant des années et des années, on en a quand même privilégié quelques-unes par rapport à d'autres. On a privilégié effectivement la chaleur, on a privilégié la lumière, c'est-à-dire que toute la période bioclimatique, de la conception bioclimatique, a pendant très longtemps porté essentiellement sur les questions d'hiver, et donc de maîtriser chaleur et lumière. Et l'air est resté longtemps quand même comme un parent pauvre. Hein. Le malheureux, on parlait de fuite, on parlait de perte par les parois non voulues, etc. Et les choses sont en train de changer, tout simplement parce que le climat est en train de changer et que les questions d'été sont en train de prendre une place importante dans nos préoccupations de concepteurs. Et les questions d'été, c'est par l'air qu'on peut les résoudre. Donc ce qui redonne à l'air une place privilégiée dans la conception. Je pensais que tu aurais rebondi aussi sur l'inertie, sur tout ce que les matières solides finalement apportent à la qualité de l'air. Oui, enfin, alors, aborder la question de l'inertie, c'est tout de suite, effectivement, rentrer dans le concret de ce que tu disais, dans les interrelations entre matérialité solide et matérialité liquide, aérienne même. Hein. C'est comme toujours, quand il y a concomitance entre la ressource qui vient de l'extérieur climatique et les usages qui sont à l'intérieur du bâtiment, il n'y a pas de problème. On peut utiliser tout de suite l'air, par exemple, pour ventiler un local. Quand il n'y a pas concomitance et quand, par exemple, la fraîcheur, elle est la nuit et que c'est la nuit qu'on peut ventiler et ramener de l'air frais à l'intérieur, eh bien, il faut passer effectivement par cet intermédiaire qu'est l'inertie, qui va permettre de faire du stockage, puis après du déstockage, et donc qui va permettre d'utiliser dans la journée une ressource climatique qui n'apparaît que la nuit. Et en fait, je réalise que dans ces images... Ah non, je l'ai laissé là-haut. Oui, la quatrième en partant du haut, c'est le végétal, qui est en fait une matière de l'architecture. Et on le sait bien, dès qu'on fait la ventilation naturelle, on est dans l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Donc si vous ne maîtrisez pas la qualité extérieure de l'air, si vous ne maîtrisez pas l'effet d'îlot de chaleur, par exemple, vous ne réussissez pas à vivre à l'intérieur du logement. Donc voilà, tout cet ensemble-là, mélangé, nous amène à travailler sur cette question, qui est une question importante pour la santé des gens, la qualité de l'air, la santé à la fois physique, mais aussi la santé morale, et vous le verrez, par la lumière, parce que l'air amène la lumière. Et c'est sur ça qu'on a travaillé depuis le début. Alors, quand on a alors, je peux te laisser peut-être sur ces machines-ci. Hein. Oui.
ce qui se passe en France depuis 2000, l'année 2000 à peu près, qui a commencé à voir réapparaître des projets de bâtiments en ventilation naturelle maîtrisés, tout ça, évidemment, va chercher des références autrefois. Hein. Et donc, ici, vous avez deux de ces références possibles. D'abord, ce qui se pratiquait couramment pour le séchage du houblon, que vous avez sur l'image de droite, donc avec une sortie de cheminée rotative sous l'effet du vent. L'empennage ramenait la partie pleine de la cheminée au vent, et donc le vent du coup crée une surpression sur cette partie avant et une dépression dans la partie derrière, et laquelle dépression va aider au tirage thermique. Donc c'est quelque chose qu'on a eu en France. Celle-ci, elle est encore en activité à Ruoms. C'est quelque chose que les Anglais ont là aussi beaucoup expérimenté et on en tirait pas mal de leçons. Et puis à côté, c'est la girouette parisienne, même principe. Hein, même principe. Et puisqu'on parle de la girouette parisienne, on peut aussi, voilà un autre exemple, et on peut aussi citer toutes les opérations, notamment dans les HBM parisiens, qui ont largement utilisé la ventilation naturelle, avec entrée, sortie, conduit shunt, etc. Et donc, à côté de cette girouette parisienne, dont le petit modèle est exposé à la Villette en ce moment, vous avez des maquettes qui sont des impressions 3D de tours avant que l'on a réalisées dans le projet que je vais vous montrer ici. Elles sont aussi exposées à la Villette en ce moment. Alors, le premier projet sur lequel on s'est attaché à la question du logement, c'est celui-ci, c'est à Saint-Nazaire. Donc, on avait fait auparavant des projets d'équipements publics en ventilation naturelle. Tout ça était déjà fait, tout ça fonctionnait. Et donc, la question du logement se posait à nous comme un enjeu important. Et on décide de le faire à un endroit où on sait qu'il y a toujours de l'air. Hein. Quand vous êtes au bord de la mer, vous savez, la température de la mer et la température de la terre sont tellement différentes que finalement, il y a toujours un fond devant. Et donc, on décide de le faire là. Et c'est sur un projet d'une centaine de logements, qui sont des logements en accession et locatifs. Une partie est en location sociale, c'est Silène qui est le maître d'ouvrage. Et l'autre partie est en location et en accession privée, et c'est le groupe CISM qui en est le maître d'ouvrage. Pour faire ce travail-là, dont vous avez ici quelques représentations, on fait finalement des choix qui vont devenir des marqueurs de tout le travail de nos ateliers agences, c'est-à-dire l'omniprésence de la lumière du jour. Et ici, c'est la première fois qu'on met la lumière du jour dans nos salles de bain, ce qui est maintenant systématique dans le travail de l'atelier. Et vous le verrez par la suite dans les WC aussi. Et donc voilà, les salles de bain se retrouvent en façade. Les logements sont en général des logements en angle. Il y a très peu de logements mono-orientés, mais malgré qu'ils soient mono-orientés, celui-ci, il y a une prise d'air qui se passe au travers de la circulation qui est ici. Et donc, je te laisse poursuivre là. Alors, on va commencer par l'entrée de l'air. Hein. Donc, on a ici, on a deux images, on a l'entrée et la sortie. Parlons d'abord de l'entrée. L'entrée, il faut évidemment laisser passer l'air. Donc, avoir des logements traversants, ce qui est réalisé. Et donc laisser par exemple les fenêtres ouvertes. Il y a plein d'autres solutions, mais enfin l'ouverture de la fenêtre est une des solutions pour faire une ventilation traversante, des fenêtres des deux côtés. Mais vous comprenez bien que si on ne fait qu'ouvrir la fenêtre,
la nuit, ça se fera pas, quoi. Hein. Donc il faut des protections pour la nuit. En logement, c'est encore plus évident en tertiaire, quand vous voulez faire de la ventilation naturelle dans une école, vous n'allez pas dire au gestionnaire, vous laissez vos fenêtres grandes ouvertes la nuit. Donc il faut un système de protection, mais, et c'est ça qui est important, un système de protection qui, en position fermée, assurant sa protection, va laisser passer l'air et va laisser passer suffisamment d'air. Donc c'est le retour de tous les systèmes persiennés, volets, accordéons, coulissants, etc., persiennés, donc qui peuvent remplir parfaitement cette fonction de protection anti-intrusion, anti-oiseaux, voire de protection solaire dans la journée, mais qui, une fois fermés, laissent passer l'air entre les ventelles. Oui, alors, évidemment, la première des choses à faire quand on fait de la ventilation naturelle, c'est de connaître les conditions dans lesquelles le bâtiment va fonctionner. Donc, c'est de connaître parfaitement le site. Hein. De toute façon, un bâtiment conçu de façon éco-responsable est un bâtiment contextualisé qui va s'adapter, qu'on va concevoir en adaptation avec le contexte le site, pas le climat évidemment, mais pas forcément que le climat. Voilà, donc vous avez ici plusieurs choses qui sont recueillies au démarrage d'une opération. D'abord, en bas à droite, ici, c'est donc un diagramme de température qui permet de repérer les zones de chauffage, les périodes de chauffage, de repérer les périodes où la température en été va dépasser un certain nombre de valeurs et donc où il faudra adopter quelques dispositifs particuliers. Au-dessus, vous avez l'analyse des vents, et l'analyse des vents ne peut pas se faire sur la solde rose des vents annuelle, parce que vous comprenez bien que dans un bâtiment comme celui-là, pour lequel la ventilation naturelle ne sert pas seulement à assurer le confort d'été, mais permet aussi d'assurer la ventilation hygiénique du logement. Donc ça veut dire qu'il faut bien connaître et les conditions d'hiver et les conditions d'été pour adapter nos systèmes à ces régimes de vent. Donc c'est ici, les 4 roses des vents saisonnières sont un excellent outil. Et donc avec tout ça, on travaille sur le plan masse en fonction du site et en fonction du climat. Alors voilà le principe qui a été adopté sur Saint-Nazaire. On va d'abord, on va suivre l'air. Hein. À gauche, là, les entrées d'air. Donc les entrées d'air sont des bouches qui ressemblent beaucoup aux bouches d'entrée d'air classiques en ventilation mécanique. Simplement, elles sont étudiées, leurs sections sont étudiées pour fonctionner à des pressions beaucoup plus basses que celles de la ventilation mécanique. Mais à côté de ça, elles possèdent toutes les fonctions des bouches classiques, c'est-à-dire elles sont autoréglables. Ça veut dire qu'il y a un petit clapet là-dedans qui va fermer l'orifice quand il y a trop de vent pour réduire les débits et éviter qu'il y ait des débits trop importants sous l'effet du vent. Et elles sont même acoustiques, puisque, en tout cas sur certaines positions, il y avait à respecter un certain nombre d'isolations acoustiques par les bouches d'entrée d'air. Ensuite, eh bien, l'air traverse le logement. Hein. Sur Saint-Nazaire, nous avons scrupuleusement respecté tous les aspects de la réglementation, donc notamment la règle du balayage. Hein, vous savez, cette règle du balayage qui demande à l'air de suivre impérativement les flèches, de rentrer par les pièces principales et de sortir par les pièces humides.
Donc les bouches d'entrée dont je viens de parler sont dans les pièces principales, et dans les pièces humides, eh bien, vous avez des bouches d'extraction qui là aussi sont adaptées, comme vous en avez une image ici, sont adaptées à des basses pressions. 3 sorties en pièces humides, comme en ventilation mécanique, hein, cuisine, salle de bain, WC. Et tout ça est recueilli dans un même conduit qui va monter jusqu'à la toiture, avec un petit détail quand même, pour éviter le refoulement entre WC et cuisine. C'est un morceau de shunt qui est situé entre les deux, que vous voyez ici. Voilà. Et donc, chaque logement a son conduit de ventilation qui monte jusqu'au sommet. À l'intérieur de ce conduit de ventilation, la ventilation naturelle, donc c'est un système ici par tirage thermique, elle a énormément d'avantages. Elle a un inconvénient, évidemment, elle est, j'allais dire aléatoire, pas tout à fait, elle suit les températures et le vent. Hein, et donc, quand il fait très froid et quand il y a du vent, ça tire beaucoup, et donc ça marche très bien. Parfois même, ça marche trop bien, et donc il faut pouvoir réduire les débits, et c'est pour ça qu'il y a tout un système de régulation de ces débits, pour qu'il ne soit pas trop important, ce qui entraînerait évidemment des consommations de chauffage trop importantes. Avec une difficulté supplémentaire qu'on a en logement, faire de la ventilation naturelle en logement, c'est sans doute le plus compliqué. La difficulté supplémentaire, c'est les 2 vitesses en cuisine. Vous savez, c'est cette espèce de tirette qu'on voit dans les cuisines, là, et du reste, personne ne sait à quoi ça sert, ce truc-là, en principe. Et donc, ça bouge sans doute très peu. À mon avis, il y a gros à parier que, statistiquement, on a 50% des logements qui sont en grande vitesse et 50% des logements qui sont en petite vitesse et qu'ils restent par la suite. Mais enfin, bref, il fallait respecter cet aspect de la réglementation. Donc, nous avons traduit ça par un registre, donc à l'intérieur du conduit de cheminée. C'est un système assez classique quand on est dans les conduits. Un registre asservi à une sonde de vitesse située en amont, et avec un petit automate programmable qui permet d'adapter l'ouverture du registre à la vitesse, et puis derrière la vitesse, il y a les débits. Donc quand les débits sont trop importants, on ferme, et puis réciproquement quand les débits baissent. Et puis avec un bouton dans la cuisine, hein, dont vous avez une image ici, qui permet à l'utilisateur, à l'occupant, de sélectionner 3 vitesses. La vitesse de base, hein, la grande vitesse pour quand ils font la cuisine ou des choses comme ça, et puis en été où on laisse les choses aller parce que là on n'a plus de consommation énergétique de chauffage derrière. Et ensuite on monte. Chaque logement de la file ici, donc on a 5 logements, chaque logement de la file a son propre conduit qui vont se réunir tout en haut. Sous cet ouvrage dont on a vu tout à l'heure la photo de la maquette, qui est une tourelle multifonctionnelle pour assurer la ventilation. Parce que autant en hiver, quelquefois, même souvent dès que les températures sont basses, on a de très forts débits, de trop forts débits. En été, c'est le contraire. Les débits sont moins importants et même quelquefois peuvent s'inverser. Donc il faut des dispositifs qui permettent d'assister la ventilation naturelle. Donc c'est l'objet de cet ouvrage que vous avez ici, là, avec à la fois une cheminée solaire. Donc la partie basse de l'ouvrage est fixe. Vous voyez une surface vitrée là qui s'ouvre. Donc fermé
elle est orientée sud, et quand il y a du soleil, elle va surchauffer la veine d'air à l'intérieur du conduit, ce qui va automatiquement améliorer le tirage. Hein. Bon, c'est bien connu, c'est l'effet cheminée. Plus les fumées ont une température élevée par rapport à la température extérieure, mieux ça fonctionne. Donc il y a ce premier dispositif, et puis ensuite il y a un deuxième dispositif que vous avez au-dessus, qui tourne autour de cette partie fixe, avec une jupe. L'empennage donc va mettre la position, une partie de la jupe en face au vent, avec un soulèvement à cet endroit-là, et le vent va s'engouffrer là-dedans, et disons par entraînement, va augmenter le tirage quand il est insuffisant. Et puis le dernier élément qui permet d'augmenter le tirage, eh bien, c'est le ventilateur éolien que vous avez tout en haut, qui crée une dépression supplémentaire quand il y a du vent, et donc qui permet d'améliorer encore le tirage. Sans machine. Hop. Voilà. Ces deux images pour voir quel est finalement l'intérêt du dispositif d'extracteur éolien qu'on a en haut. Vous avez là-dessus deux logements, l'un qui est situé au dernier niveau, R+4, l'autre qui est situé en rez-de-chaussée, et puis vous avez en bleu les couples vitesse de vent horizontale, débit verticaux sur une année, et en rouge, alors en bleu sans le dispositif de ventilateur éolien, et en bleu avec le dispositif, et en rouge pardon, avec le dispositif de ventilateur éolien. Donc et puis vous avez des lignes horizontales ici, une ligne plein bleu et une ligne pointillée, qui représentent les débits réglementaires à respecter, le débit de base en plein et le débit augmenté en cuisine en pointillé. Donc on voit tout l'intérêt du ventilateur éolien au dernier niveau, hein, puisque c'est lui qui va permettre de, finalement, à part quelques points qui sont en dessous des débits demandés, qui va permettre d'atteindre les débits hygiéniques nécessaires dans ce logement. Et puis on voit qu'effectivement, en rez-de-chaussée, bon, il a moins d'intérêt, le ventilateur statique. Hein. Le dernier niveau est toujours le plus difficile à réaliser dans un immeuble collectif. En rez-de-chaussée, donc on voit qu'il y a un éparpillement plus important des couples vitesse de vent et débit. Alors là, c'est simulé, hein, mais il y a des mesures qui sont faites après la livraison. Au dernier niveau, est-ce que la pente du plafond peut influencer, souvent au dernier niveau, on fait des hauteurs plus hautes, le débit? Alors, non, parce que l'air passe par les conduits. Hein, donc ce qui compte vraiment, c'est la hauteur de conduit. Ce qui compte pour le tirage thermique, c'est la différence de hauteur entre l'entrée d'air et la sortie en haut de la cheminée. Donc l'entrée d'air au dernier niveau, elle va être dans les fenêtres. À certains endroits, ça va être en bas de fenêtre. Et puis la sortie, elle est en haut de la cheminée. Donc effectivement, plus la hauteur de la cheminée est importante, mieux ça va. Donc aucun problème, sauf vraiment au dernier niveau, où là ça devient plus difficile, le tirage est limite, quoi. C'est pour ça qu'il est nécessaire de rajouter ce système d'assistance par le vent. Alors, vous avez en abscisse la vitesse du vent en mètres par seconde,
Et en ordonnée, ce sont c'est les débits d'extraction par logement. En mètres cubes heure, en mètres cubes heure par logement. Hop. Alors là, voilà le point délicat de la ventilation naturelle par tirage thermique, ventilation naturelle assistée par le vent, là. Hein. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas un poil de moteur, mis à part le bout de moteur linéaire, là, qui permet d'ouvrir et de fermer le registre. Voilà le point délicat. Alors ce diagramme boîte à moustache, comme on dit, repère et va permettre de repérer encore une fois des débits et va permettre de régler l'automate programmable notamment pour bien assurer ces débits. Donc ici vous avez verticalement ce sont des débits en mètres cubes heure. Et puis horizontalement, une ligne verticale égale un logement. Les traits plus ou moins gras représentent la fréquence d'occurrence des points qui sont indiqués. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, avant réglage, il y a de tout. Il y a absolument de tout. Hein. Vous avez... par exemple, vous avez des logements comme l'avant-dernier à droite, là, qui est vraisemblablement un logement sur lequel le réglage il se fait sur la grande vitesse. Hein, ah oui, j'ai oublié de vous dire, la ligne bleue, là, c'est donc la ligne qui représente pour chacun de ces logements les débits à obtenir hors pointe. Hein. Donc c'est ce qu'on appelait la petite vitesse. Voilà. Donc ensuite, vous voyez que vous avez des tourelles qui fonctionnent plutôt très bien. La tourelle E, par exemple, une bonne partie des logements de la tourelle F, ceux de la tourelle C. Hein. Et puis il y en a qui sont vraiment complètement en dehors du coup. C'est tout ce qui concerne la tourelle B, etc. Donc avec ça, eh bien, ça va permettre de voir alors, il y a plusieurs sources possibles de ces défauts. C'est soit l'algorithme a été mal écrit, hein, et donc il faut revenir dessus, soit il a été mal rentré dans l'automate programmable. Hein, voilà, et donc c'est l'intervention d'une entreprise qui ensuite permet de réguler tout ça. Tu veux raconter l'histoire de latex ? Oui. En fait, donc on négocie avec le ministère la possibilité d'innover, et puis une dérogation sur quelques jours, et puis donc tout va bien, on lance l'appel d'offres, et l'entreprise que l'on a avec nous n'a pas l'assurance pour l'innovation. Donc, on fait une demande latex. Et là, après 5 ans de travail, 5 ans où le maître d'ouvrage reçoit des subventions de partout, parce que finalement, cette invention, elle intéresse beaucoup de gens, quoi. On a un refus du CSTB. Entre le début et le moment où on reçoit, enfin, peut-être 4 ans, hein, mais pour moi, ça a été... Parce qu'au moment où on reçoit le refus, mon maître d'ouvrage ne comprend pas, quoi. Qu'il s'est engagé dans une histoire qui lui a coûté de l'argent, puisque une ATEX, ça coûte de l'argent au maître d'ouvrage. Et bien sûr, il y a des enjeux financiers considérables qui arrivent. Hein, et qui est responsable de ça? C'est toujours l'architecte. Hein, et donc, j'ai une espèce de chapeau, dalle en béton, quoi, comme je les adore, là, au-dessus de ma tête, là, qui pèse. Et on décide de refuser le refus. Et en fait, c'est une posture qui est très utile.
Et donc, on redépose une demande de texte que l'on finit par obtenir. Et là, je peux vous décrire l'endroit où j'étais le jour où je reçois un SMS d'Alain. J'étais à La Réunion, dans un petit restaurant au bord d'une route. Je revenais du Grand Brûlé. Et je reçois un SMS où il y a écrit « Atex, OK ». Si jamais ça vous arrive, vous verrez comme le ciel s'ouvre au-dessus de votre tête, quoi. D'un seul coup, il est possible, enfin, de faire ce qui est envisagé sans avoir le coup près de la fermeture de l'agence. Enfin, ça, c'est à peu près ce genre de choses-là. Et en fait, moi je ne comprenais pas qu'on n'ait pas la texte, parce que quand je voyais les ingénieurs qui étaient conseils du CSTB et quand je voyais ceux qui étaient avec nous, donc il y avait aussi Éric Hutter d'Inex qui était avec nous et Alain, je me disais c'est pas possible qu'ils aient raison eux et que nous ayons tort. Enfin, il y avait quelque chose dans le raisonnement qui ne marchait pas. Et donc on l'obtient la seconde fois, mais tu peux peut-être rajouter des choses sur la façon que ça a eu d'arriver. Et avec un calcul bouche d'entrée d'air par bouche d'entrée d'air. C'est un document, quoi. C'est une folie. Oui, habituellement, quand on demande un ATEX sur un ouvrage un peu exceptionnel, il y a un fabricant ou une entreprise qui est derrière et qui fait tout, quoi, hein, qui prépare la texte, qui fait les calculs, etc. Là, il n'y avait pas. Donc ça a été nous, toute l'équipe là. De faire le dossier ATEX et d'aller défendre le dossier ATEX, du reste, devant la commission ATEX du CSTB, devant les représentants des professionnels de la ventilation mécanique. Le premier ATEX, il nous a été refusé pour plein de raisons. Alors, il y en a quelques-unes qui nous ont bien fait rigoler. C'est la grille, vous savez, dans les bouches d'entrée d'air, vous avez toujours une petite grille anti-insectes, etc. Hein, voilà. Donc, elle était à maille trop petite, donc ce qui risquait de faire coincer des petites bêtes là-dedans et donc de boucher la grille et du coup de ne plus parvenir au débit voulu. Bon, ça a été très facile. Le fabricant... qui est Rançon, qui est un Belge, je le cite parce qu'il n'y en a pas 36 qui font du matériel pour la ventilation naturelle. Bon, il nous a modifié ça. Plus grave, c'est les essais de la tourelle que vous avez vue tout en haut, qui ont été refusés par la commission ATEX comme non conformes à nos normes européennes. Et oui, bien sûr. Il n'y a pas de fabricant. À l'époque, c'était en 2010, ouais, quelque chose comme ça. Hein. Il n'y a pas de fabricant pour ce matériel en France. Donc, on a été obligé d'aller chercher ailleurs. Et on a trouvé, du reste, hein, un fabricant qui a été tout content. Il a vu une perspective de marché, là. Le seul inconvénient, c'est que le gars, il est australien. Les tourelles que vous avez vues, là, enfin le bout, hein, celui qui tourne en haut, il est fabriqué en Australie et il nous arrive par bateau. C'est pas génial, mais on n'a pas trouvé mieux. Le dessous, il a été fabriqué par des chaudronniers des chantiers navals. Voilà, donc effectivement, il avait tous ces essais possibles et imaginables, mais aux normes australiennes. Donc il a fallu pour le deuxième ATEX qu'on se paye la moulinette qui permet de passer des normes françaises aux normes australiennes. Voilà, ça a été un sacré boulot pour le bureau d'études. J'en profite pour saluer la présence quand même de l'actuelle gérante du bureau d'études Tribu, Edith Akiki. Voilà pour ce qui est de l'ATEX. Hop là. Alors, sur Saint-Nazaire, comme on verra après sur une autre opération, on avait cherché à mettre en place toute une procédure d'accompagnement. D'abord, il y avait un certain nombre de dérogations à obtenir.
auprès du ministère. Et puis, donc, la procédure dans ces cas-là, c'est des dérogations à titre expérimental. Et donc, la nécessité derrière d'un suivi après livraison qui permette de repérer si oui ou non nos calculs ils étaient sérieux ou pas. Voilà. Donc c'est cette question-là. Là, je vous ai mis quelques exemples de sortie de ce suivi. Donc il y a des logements qui ont été instrumentés, sur lesquels on a fait des mesures de débit, de taux de CO2, on a repéré l'ouverture du registre, etc., pour voir si tout ça était bien en cohérence. Voilà, donc c'est ce que vous avez sous les yeux. Effectivement, c'est le CEREMA qui a travaillé là-dessus. Juste pour vous donner des petits retours, moins dans les chiffres, parce que moi, quand il m'arrive de prendre le train avec Alain et que je vois Alain sourire devant un graphique comme ce que vous avez vu là, je suis assez bluffé. Hein. Je peux vous dire que quand il sourit devant ça, moi, j'en reviens pas. C'est ça, exactement. Mais donc, en fait, effectivement, jamais de volet roulant. Et on a quitté des projets où le maître d'ouvrage voulait nous imposer des volets roulants et en plus en PVC. Donc, on a quitté des gros projets pour ça. Hein, parce que le volet roulant, on sait bien, ça empêche absolument la ventilation naturelle, mais plus que ça, la relation à l'extérieur. La vue ne passe pas. Quand vous fermez un volet roulant en plein sud, pour vous protéger du soleil, le volet roulant devient un radiateur, quoi. Vous êtes bloqué à l'intérieur. Enfin, bref, cette bêtise du volet roulant, c'est terminé. Donc, on met des BSO en même temps que des persiennes, comme tu l'as dit. Tout à l'heure, vous avez vu une petite manette qui est utilisée aussi dans la cuisine pour augmenter le tirage. En fait, les utilisateurs, quand ils ont pour la première fois utilisé cette manette pour le tirage, ils étaient persuadés que ça ne marchait pas. Donc, ils ont appelé pour dire que ça ne marche pas, votre truc. Vous avez compris pourquoi ils étaient persuadés que ça ne marchait pas. Il n'y avait pas de bruit. Ouais. On est tellement fasciné ou tellement finalement lié à la présence du bruit qu'on n'en revient pas d'être dans le silence. Parce que la ventilation naturelle, c'est ça, hein, c'est un confort assez incroyable. D'ailleurs, sur les entrées d'air, il y a dans l'exposition une entrée d'air qui n'est pas Renson, mais qui est Duco, qui a été coupée là, pour que vous puissiez voir le mécanisme à l'intérieur et comment fonctionne l'autostatique. Et de fait, pour les cheminées, on a utilisé la ressource locale, hein, qui est les chaudronniers de marine. Il y a pas mieux. Alors, vous l'avez vu sur une des photos que je connaissais pas là, avant que tu la mettes là, où on voit des gens qui rentrent dans la cheminée. Donc la petite maquette que vous avez à l'exposition, elle fait 4 mètres de haut. Et la trappe, c'est le type c'est le type de fermeture que l'on met sur les bateaux, totalement étanche. Enfin, c'est ici. Hein. Donc vous voyez, c'est pas si petit que ça, cette affaire. Hein. Et cette structure a été calculée pour nous par Jean-Marc Veil de CE Ingénierie, qui est un partenaire très courant. Alors, une fois qu'on a fait ça, on voulait continuer à expérimenter ces histoires de ventilation naturelle. Et là, pour le coup, aller jusqu'au bout de ce qu'on appelle parfois la ventilation naturelle frugale entre nous, mais en tout cas par ouverture des fenêtres ou par les entrées d'air. Et on l'a fait sur la réhabilitation d'une ancienne écurie transformée en logement en Bretagne, où donc c'est une maison petite, à 90 mètres carrés, à peu près un peu moins de 100, sans chauffage. Il y a juste un poêle à bois qui utilise le bois du site, sans extraction, si ce n'est, et Alain l'expliquera tout à l'heure, par les fenêtres et par les entrées d'air sur les fenêtres. Et tout le reste a été fait avec... je vais l'utiliser comme ça. Merci. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez les espaces traversants, du coup, enfin, et hop. Il faut que je ramène la souris dans l'écran. Voilà. Merci. Donc, en fait, on a utilisé que des matériaux biosourcés et géosourcés locaux.
Bien sûr, il fallait garder la pierre, donc on a isolé la pierre à l'intérieur avec de la ouate de cellulose. Tous les murs sont en CLT, et figurez-vous, c'est un CLT breton qui est fabriqué à 20 km de là. CLT cloué et pas collé, donc pas de problème de COV. Avec le bois local de Bretagne, qui est l'épicéa de Sitka. Les portes sont aussi... Enfin, quand on fait un trou pour traverser les murs, on a la porte. Enfin, bref, on est allé jusqu'au bout de l'histoire. Et l'isolation, comme on est en Bretagne, il y a du radon. Donc on a dû ventiler le radier. Donc on a dû mettre une dalle là, pour bloquer le radon en dessous. On a utilisé du foam glace. Vous savez, le foam glace aujourd'hui vient du réemploi des pare-brises de voiture. Hein. Et puis on a après isolé par-dessus avec de la laine de verre la dalle pour que le matin la dalle soit jamais froide. Et puis en plafond, c'est à la fois de la laine de bois et de la ouate de cellulose qui sert à l'isolation. Donc voilà, l'enjeu c'est celui-là. La lumière est partout. Et les entrées d'air, voilà, je te laisse reprendre la parole sur ça. Oui, on a pas mal réfléchi quand même après Saint-Nazaire et après le suivi qui en a été fait, à tirer les leçons de cette opération-là. Et c'est sur cette base-là qu'on est parti sur la réhabilitation de l'écurie. On s'est bien rendu compte à Saint-Nazaire qu'il y avait des points délicats dans ce système de ventilation naturelle par tirage thermique. Le point délicat, c'est évidemment ce qui se passe dans la cheminée. C'est le registre, c'est l'automate programmable. C'est extraordinaire parce que autant dans une bagnole, on a des centaines de ces petits appareils-là. Et bon, en général, ça marche plutôt. Dans le bâtiment, c'est quand même très difficile que ça fonctionne correctement. Voilà, donc sur cette base-là, on s'est dit, on s'est donné deux objectifs. Le premier objectif, c'est de dire, quand même, il y a un truc qui est pratiqué depuis des années et des années pour ventiler les logements, c'est l'ouverture des fenêtres. Alors, essayons un peu de voir si on ne peut pas faire avec. Et puis le deuxième objectif, c'était de dire, plus d'automatisme, on va faire appel à la responsabilité des occupants pour gérer eux-mêmes le système de ventilation. Donc il faut évidemment des systèmes qui soient relativement simples. On ne peut pas se permettre de donner des usines à gaz à gérer aux occupants. Voilà, donc c'est sur cette base-là qu'on a travaillé sur cette opération-là. Alors, pour décrire le principe, tu veux dire des choses là-dessus? C'est bon? Voilà. Pour décrire le principe, il faut remarquer que depuis quelques années quand même, on a avancé dans notre connaissance de la ventilation et de la pollution. Et on a appris, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, qu'il y avait deux types de pollution dans les logements. Alors il y a la pollution qui est liée aux occupants, celle-là on la connaît depuis longtemps. Hein. Quand on est dans un logement, on crache de la vapeur, on respire, donc ça émet de la vapeur d'eau, on fait la cuisine, on prend des douches, donc ça émet de la vapeur d'eau, etc. Et puis il y a plein d'autres polluants qui sont émis par les occupants. Voilà, donc ça c'est la première catégorie de pollution, celle qui est liée aux occupants. Elle est complètement intermittente celle-là, hein, c'est-à-dire qu'elle dépend de la présence plus ou moins importante de gens dans le logement. Mais il y a une deuxième catégorie de pollution, et celle-là on ne la connaissait pas trop il y a 20 ans, c'est la pollution qui est liée au bâti. C'est les COV, composés organiques volatiles, etc. Tout ça, hein, qui était dans les peintures, qui était dans les meubles, qui était, etc. Bon, voilà. Mais alors celle-là, par contre, elle est permanente.
Elle continue à émettre cette pollution, même quand les occupants ne sont pas là. Voilà, donc c'est une des difficultés, et du coup on a fait le choix de diviser en deux nos systèmes de ventilation, l'un pour répondre à cette pollution permanente du bâti, et l'autre pour répondre à la pollution intermittente liée aux occupants. Alors, voilà, oui, c'est peut-être là-dessus qu'on verra le mieux. Alors, la solution liée au bâti, donc il faut on a choisi de le faire par des ventilations traversantes, avec entrée, chaque fois que c'est possible, par des bouches d'entrée dans les menuiseries, donc les mêmes que celles qu'on a vues sur Saint-Nazaire à peu près, hein, voilà. Et puis sortie sur l'autre façade, toujours par des bouches dans les menuiseries, avec quelquefois même on a rajouté du tirage thermique pour augmenter les débits de ventilation. Donc certaines sorties, notamment dans les pièces humides, se fait par des cheminées qui vont aller sur la toiture. Hein, vous en avez les exemples ici. Ça, c'est la pollution qui est liée au bâti. Elle représente, je dirais, à peu près 30%, hein, calcul à la louche, quoi, hein, à peu près 30% des besoins de ventilation. Donc vous voyez que c'est des bouches, du coup, qui vont être beaucoup plus faibles que celles qu'on avait mises en œuvre à Saint-Nazaire, qui là étaient faites pour faire passer la totalité de la pollution. Et puis, la pollution qui est liée à l'occupation, celle-ci, c'est très simple, les gens sont là et ils la géreront par ouverture des fenêtres. Donc voilà un peu les principes qu'on a mis en place sur cette première expérimentation. Et alors, je vais revenir sur quelques images parce que, en fait, là vous avez les coupes avec les éléments de tirage thermique. Vous avez des entrées d'air ici et aussi des arrivées de lumière qui se passent par là. Et en fait, ce que l'on voit ici dans ces images, c'est un espace totalement fluide. C'est-à-dire, pour que ça marche, l'espace est fluide, il est ouvert. C'est-à-dire qu'entre la partie... Il y a deux chambres en partie basse qui, elles, sont plus fermées, mais tout le reste est absolument fluide, de telle manière que, par exemple, cette fenêtre ici, qui était une petite fenêtre historique, elle est toujours là, elle fonctionne. De l'autre côté, il y a une autre fenêtre qui fonctionne et qui est sur le pignon. Hop, on ne le voit pas, mais voilà. Si, voilà. L'ancienne fenêtre est ici sur le pignon. Et on a en fait une lumière qui est omniprésente, vous avez bien compris, parce que c'est la lumière, la chaleur, tout ça, tout est lié. Et tout ça est absolument... Donc cette même matière dont je parlais. Et pour faire... Pour pouvoir mettre des Velux qui fonctionnent dans notre système ici, on a dû acheter des Velux en Belgique. Parce que finalement, le système de ventilation des Velux français n'était pas celui dont on avait besoin. Donc on a fait venir... Bon, j'habite en Belgique, donc je les ai pris sous mes bras dans ma voiture, mais voilà, on n'avait pas le matériel qu'il fallait ici chez nous. Donc ce système-là, on l'a à nouveau étudié une autre fois pour une ferme expérimentale dans le Béarn, où donc il y a le logement du fermier qui est installé dans cette partie-là, ici. Il y a les bureaux qui sont aussi à cet endroit-ci. Hop, pardon, ça ressemblait à ça auparavant. On a dû beaucoup déconstruire parce que la mérule était absolument partout. Donc le logement et les bureaux se retrouvent ici. Vous voyez les petites tourelles de ventilation que l'on retrouve partout, y compris sur la partie ici qui est une salle de conférence. Et enfin bref, ça, c'est toujours ces enjeux à la fois de traversant, de lumière. Vous voyez les entrées d'air qui sont dans les fenêtres. Vous les avez ici, vous les retrouvez un peu partout. Et voilà comment ça fonctionne. Et là, je te relaisse la parole. Et juste pour vous dire, donc, on découvre des choses chaque fois. Hein. Donc, l'histoire des gens qui pensent que ça ne marche pas quand ils tournent le bouton parce qu'il n'y a pas de moteur, on ne s'y attendait pas.
Et pareil, je ne m'attendais pas à ce que ça devienne un jeu entre le père et le fils, de savoir qui ventile le mieux la maison, quoi. Oui, alors, on ne peut pas toujours faire du traversant. Donc c'est le même principe, hein, je ne reviens pas sur le principe, c'est exactement le même. Et on ne peut pas toujours faire du traversant. Là, on avait un bâtiment de ferme relativement large, enfin peu étroit. Et donc, du coup, on a effectivement des entrées d'air qui sont dans les fenêtres, par des bouches d'entrée d'air dans les fenêtres, en partie basse des fenêtres, vous voyez ici. Et puis, on a des sorties qui sont plutôt des sorties de tirage thermique par des cheminées sur la toiture. Voilà le principe. Alors, ces deux opérations, c'était un terrain d'expérimentation. Notre envie, c'était évidemment de faire ça à plus grande échelle sur du logement collectif. Et donc, c'est ce qu'on a pu réaliser, et ça sera voilà, on a pu réaliser sur la cité Paul Boncourt à Bordeaux. Je te laisse. La cité Paul Boncourt à Bordeaux, c'est pour Aquitanis, le maître d'ouvrage. Et c'est une cité qui est prise entre des bars et des maisons de pierre, vous savez, ce qu'on appelle les échoppes à Bordeaux. Et on voyait les bars en haut, vous voyez les échoppes en partie basse. Et quand le concours a été lancé, on devait faire 120 logements sociaux collectifs. Au moment du concours, on n'a rien dessiné, on n'était pas capable de dessiner, tant qu'on n'avait pas rencontré tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas construire finalement entre des bars et des maisons de pierre sans savoir ce qui se passe sur ce site. Donc on a proposé, plutôt que d'arriver avec des A0, on est arrivé avec 2 A4, dans laquelle on disait le mois prochain on fait la fête des voisins, on invite tout le monde. Vous dites aux voisins qui seront là que c'est notre équipe qui va commencer à travailler, mais qui n'a pas commencé à travailler, qui va faire un bivouac d'1 semaine sur le site le mois suivant. C'est ce qu'on a fait. On a rencontré tout le monde. On a travaillé avec tout le monde pendant longtemps. Le projet a changé. Enfin, l'intelligence collective, ça sert essentiellement à ça, hein, à pouvoir mieux comprendre les enjeux. Il devait y avoir que du logement collectif et pas de réhabilitation. Il y a de la réhabilitation, parce que l'endroit où on a fait le bivouac est devenu sacré. Il fallait garder ce lieu de la rencontre entre tous. Et du coup, on y met des logements pour étudiants. Et puis, il y a des gens qui habitaient dans les bars, qui avaient finalement un statut social qui avait changé. Ils pouvaient acheter un logement, ils voulaient acheter un logement. Et puis, il y avait des gens qui habitaient dans les échoppes, qui décohabitaient. Mais ils ne voulaient pas, évidemment, quitter le quartier, ni ceux des bars, ni ceux des échoppes. Et donc, l'idée de faire pour eux un programme d'habitat coopératif est née. Et donc, il y a un habitat coopératif de 12 logements qui se sont installés sur le site. Vous voyez, l'enrichissement et l'intelligence du programme est né vraiment de cette discussion avec les voisins. Si, mais j'ai pas répondu avec des panneaux à zéro, quoi. C'est le maître d'ouvrage qui a eu le courage. Ouais, parce que nous, on ne savait pas faire. Enfin, pour être très clair, il y a des moments donnés où vous dites que vous n'avez pas dessiné pour dessiner, quoi. Et donc voilà, on a aujourd'hui réalisé la première tranche et la seconde tranche. Alors il faut que je remette ça dans l'écran. Hop, où est-ce que je suis ? Je ne suis pas dans l'écran. Je suis dans l'écran, voilà. Hop. Non, je ne suis plus dans l'écran. J'aime bien être hors écran, moi. Voilà, hors cadre. Et donc, voilà, vous avez tous les immeubles qui sont ici, et vous imaginez bien que ce travail sur les échelles des bâtiments est lié à la discussion entre ceux qui sont ici et ceux qui sont là. Ceux-ci ne voulaient pas qu'on regarde chez eux, et ceux-ci ne voulaient pas avoir une barre devant eux. Ils ont toujours vu un intérieur d'îlot qui était végétalisé. Donc construire finalement un îlot avec du logement en périphérie, ça n'avait pas de sens pour eux. Donc voilà, l'ensemble des bâtiments est fait ici. On est sur un site inondable. Donc tous les bâtiments sont sur pilotis. Le stationnement est au rez-de-chaussée. Et l'habitat coopératif se trouve à cet endroit-là. Et le bâtiment dont on va parler est celui-ci, qui est donc celui-là.
Donc avec des enjeux de venelle intérieur et de cheminement qui fonctionnent plutôt bien. Donc ce bâtiment-là, on voulait, comme Alain vous l'a dit, le faire logement collectif, locatif social, donc pour Aquitanis, avec les qualités que l'on avait dans les deux maisons. Alors quelle était la qualité de base des maisons ? 2 façades ou 3 façades, pas toujours traversant, mais en tout cas plusieurs orientations, des fenêtres dans toutes les pièces, y compris les WC. Et donc l'effort que l'on faisait depuis le début dans tous nos logements de mettre des fenêtres dans les salles de bain, on l'a poussé d'un cran supplémentaire en décidant qu'il fallait mettre des fenêtres dans toutes les pièces. Bon, on sait bien que c'est l'arrivée de la VMC qui a éloigné les salles de bain et les WC des fenêtres. Et que c'est quand même assez honteux de se dire qu'on dessine des logements où les gens font 2 placards le matin, quoi. Et qu'avant d'avoir une relation à l'espace extérieur et à la lumière, il faut passer par des endroits où il n'y a que la machine qui vous donne et la lumière et l'air. Enfin, bon. Donc, santé morale, hein, la relation à l'air, à la lumière le matin, et santé physique, évidemment, parce que l'air doit être plus clair. Donc, on dessine. Donc, ça, c'est la façade sud, et ça, c'est la façade nord, et on dessine des logements. Alors, je vais rester juste sur le plan, et après, je te donne la main, là. Hop. Non, il n'y a pas de plan. Voilà, c'est le précédent. Donc voilà, on dessine des logements tous traversants et avec des fenêtres dans les WC et les salles de bain et les cuisines. C'est un peu bête, non ? De se dire qu'il faut faire tout ce temps-là et tout ce détour pour revenir à quelque chose comme ça. Mais on le comprend aussi parce qu'on le projette face à l'avenir, quoi. On ne fait pas de l'Haussmann. Hein. Mon atelier a une cour technique et une cour voilà, dans le Paris, et ça marche, et on a des fenêtres partout. Mais ici, on est dans un autre cas de figure, quoi. On est en train de penser à la ville de demain et le confort de vie des gens de demain. Donc si je prends un logement, et je te passe la main après Alain, donc on entre ici, donc coursive, hein, comme la solution, hein, la coursive. Ici, une petite coursive, puisque ce sont que 3 logements qu'on a. On entre ici, le WC est là, sa fenêtre ici, la salle de bain est ici, sa fenêtre là, les chambres, le séjour et la cuisine. Et je te laisse poursuivre. Là. Alors, donc on reprend la même problématique, c'est donc cette division en 2 de la pollution. Pollution du bâti à laquelle on répond par une ventilation traversante et permanente. Hein, donc là, c'était possible de faire du traversant systématique. Et deuxièmement, pollution par l'occupation à laquelle on répond par l'ouverture des fenêtres laissées à la disposition des utilisateurs. Alors quand même, comme ça, c'est un peu grossier, quoi. Hein. On va nous dire, bon, il va se passer n'importe quoi. Bon, on a certains moyens pour, alors je ne dis pas pour forcer l'air de suivre les flèches, comme le demande la réglementation, mais pour accompagner, pour privilégier certains flux plutôt que d'autres. Alors, il y en a principalement 2 pour la ventilation liée au bâti. Le premier, c'est cette fameuse règle ventilation basse, ventilation haute. L'entrée est en ventilation basse, la sortie en ventilation haute. Donc, dans les pièces principales, on aura plutôt de la ventilation basse, et puis dans les autres pièces, celles qu'on veut voir comme sortie, on aura plutôt de la ventilation haute. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est le détalonnage des portes, qui existe en VMC, et donc qu'on reprend également en ventilation naturelle, mais avec un détalonnage différentiel. C'est-à-dire qu'on va laisser le détalonnage des portes, c'est de supprimer une partie basse des portes pour laisser passer l'air. Hein. Donc on va avoir un détalonnage plus important sur les flux qu'on veut privilégier, moins important sur les autres, et puis voire nul pour certaines pièces, comme par exemple les WC,
qu'on va considérer comme ventilation, ce qu'on appelle mono-orientée, pièce par pièce. Hein. Voilà. Donc ça c'est les premières mesures qu'on a prises pour la ventilation liée au bâti. Pour la ventilation liée à l'occupant, alors même chose. C'est la ventilation naturelle, il y a de l'aléatoire, hein, c'est le vent qui pousse ou qui pousse pas, etc. Mais on peut canaliser, orienter, donner une certaine préférence au flux, voilà. Et alors, on a mis en place quelques petits outils pour aider les occupants. C'est très simple, hein, c'est une sonde CO2 à 3 niveaux, hein, rouge, orange et vert. C'est pas bon, on a dépassé le seuil. Rouge, attention, ça va pas tarder. Orange ou vert, ça va, c'est bon. Hein. Voilà, et ça n'est qu'une indication. Et ensuite, c'est l'occupant qui ouvre ou qui n'ouvre pas selon ce qu'il a envie de faire à ce moment-là. Mais il a eu l'indication. Et puis, je donne un autre exemple, parce que celui-là, c'est un de ceux qui est le plus difficile à réaliser, c'est la chambre la nuit. Si vous faites une mesure de CO2 dans une chambre la nuit non aérée, ça grimpe tout de suite. Hein. On dépasse très largement tous les seuils de CO2. Donc il faut maintenir une ventilation permanente de nuit qui est un peu plus importante que la ventilation liée au bâti. Hein. Je vous disais que celle-ci, elle est à peu près de 30%. Bon, alors il y a des gens qui aiment bien ouvrir leurs fenêtres la nuit, auquel cas, donc pas de problème, cette ventilation, elle se fera automatiquement. Pour les autres, ça veut dire qu'il faut prévoir un dispositif qui permettra d'assurer juste un petit débit, enfin le débit suffisant pour ne pas parvenir au seuil en CO2. Hein. Y a des gens qui savent très bien faire l'affaire, c'est les fenêtres de toit, c'est Velux là. Hein. Excusez-moi pour la pub. Vous savez, il y a toujours un cran intermédiaire qui verrouille la fenêtre, mais qui en même temps laisse passer l'air. Il fallait imaginer ce type de dispositif pour d'autres types de fenêtres, hein, pour des fenêtres à la française, hein, parce que sont essentiellement. C'est un truc très simple, hein, ça s'appelle l'espagnolette, l'entrebâilleur, voilà. Donc, qui permet d'assurer juste le débit. Donc, après, il y a des calculs derrière pour repérer quel est le débit qu'on peut assurer. Voilà, donc ce sont ces quelques mesures qui permettent de faire en sorte que les flux à l'intérieur, les circuits d'air, les courants d'air jouent au mieux leur rôle par rapport à la ventilation hygiénique du logement. On est bien sur de la ventilation hygiénique là. Hein. Voilà. Alors ce graphique qui illustre ce que je viens de vous raconter, l'indice icône, c'est un indice qui caractérise le confinement dans un logement. Enfin, donc c'est un calcul fait à partir de niveau de CO2 à l'intérieur. Enfin, j'ai dit d'un logement, c'est plutôt adapté à du tertiaire, mais on l'a étendu au logement. C'est des niveaux d'émission de CO2 pondérés par des fréquences, hein, avec une définition de ces règles. Eh bien, vous voyez là-dessus que c'est intéressant de repérer l'évolution de l'indice icône et de voir, vous avez horizontalement, ce sont des débits en volume par heure. Alors cette fois-ci, on n'est pas en mètres cubes heure, on est en volume par heure. Et puis vous avez verticalement le niveau d'indice icône. Bon, en règle générale, on vise des niveaux qui sont inférieurs à 2, hein, c'est l'objectif.
Et donc, vous voyez que pour arriver à ce résultat de niveau inférieur à 2, eh bien, il y a la succession de, premièrement, en rose, la première bande rose représente la part qui est assurée par le flux permanent lié à la ventilation du bâti. Hein. Voilà. Et puis ensuite, vous avez en vert pour une chambre à une personne, en bleu pour une chambre à 2 personnes, la part d'abaissement de cet indice icône, qui est vraiment un bon indicateur pour mesurer ça, qui est lié cette fois-ci à l'entrebâilleur qui assurera un débit permanent supplémentaire dans la nuit. Hein, voilà, et donc pour arriver à des indices qui descendent en dessous de la valeur 2. On a eu sur cette opération, évidemment, comme sur la précédente, des procédures d'expérimentation, d'obtention de dérogation et de suivi, donc pour lesquelles il a fallu prouver que les quelques mesures que j'ai décrites tout à l'heure étaient efficaces et permettaient d'assurer d'arriver à des débits de ventilation corrects. Donc on a ici alors là on est sur... Pardon. Oui, donc vous avez pour la ventilation permanente sur un des tableaux, pour la ventilation intermittente sur l'autre tableau, la fréquence à laquelle le débit de fond est inférieur à une certaine valeur qui a été fixée à 0,1 litres par seconde et par mètre carré. Voilà, donc là, c'est le résultat de calcul qui permettent de repérer qu'on est bien dans les bonnes eaux sur chacun de ces logements. Et puis, c'est évidemment quelque chose qui sera confirmé après livraison par du suivi et par de la mesure, comme ça a été fait sur Saint-Nazaire. À toi. Alors, ce projet-ci, on ne va pas le détailler, on a fini notre présentation, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas terminé, cette histoire, et que, bien sûr, il faut déjà réaliser le projet de Bordeaux, mais qu'entre-temps, on continue à réfléchir sur la qualité du logement pour demain. Enfin, pour aujourd'hui, on va dire, parce que déjà, les canicules, c'est pas rien. Et donc, pour un maître d'ouvrage privé qui est Redman, on a développé, donc pareil, toujours avec Tribu, ce type de logement, donc collectif, traversant, et avec là aussi des fenêtres dans toutes les pièces. Donc le WC est ici, la salle de bain est là, la cuisine est en second jour avec une lumière qui arrive ici, d'où sur la cuisine une ventilation hybride qui est amenée juste pour la cuisine. Et tout le reste fonctionne avec une qualité que l'on cherche à déployer systématiquement, qui est le fait d'avoir 2 espaces extérieurs. Plus un seul espace extérieur, mais 2 espaces extérieurs sur les faces opposées. De telle manière qu'en fonction du jour, du climat, des saisons, vous puissiez choisir l'espace extérieur qui est le plus confortable à vivre. Bon, vous savez bien, il y a des logements aujourd'hui mono-orientés ou des gens mono-orientés ouest où des gens ont 50 degrés dans leur logement parce que c'est pas isolé et que c'est la catastrophe. Ici, on travaille pour faire en sorte que le logement soit absolument agréable à vivre. Et donc ici, vous avez cette solution du logement avec une logique un peu de varangue, comme à La Réunion, et toujours la fameuse coursive, mais la coursive qui dessert un espace qui est une cour, et une cour qui est... Donc ici, on est à l'est, ici, on est à l'ouest. Et l'espace de cour, c'est celui-là. Les coursives sont les petites coursives qui deviennent des espaces de jeu pour les gamins, évidemment. Les cours sont des espaces où on se retrouve, mais qui sont des espaces privés. Donc
il y a une réglementation pour tout ça, pour faire en sorte enfin bref, on ne va pas revenir là-dedans, mais l'objectif, c'est bien de garder en tête cette indispensable proposition de plusieurs espaces extérieurs pour faire en sorte que le logement soit agréable à vivre pendant toute l'année, quoi, et pendant toutes les saisons. Et je vais vous passer la parole maintenant. Est-ce que juste, excusez-moi, vous n'avez pas détaillé quelles sont les demandes de dérogation actuelles? Ah ben voilà. Ah ben, De votre présentation à vous. Oui, j'ai la présentation, je vais faire tourner la mienne. Mais... Bon, bah, on s'entend pas. Bonsoir. Donc moi, je représente les autorités, quelque part, dans cette affaire. En tous les cas, le ministère en charge de la construction. Un organisme qui s'appelle le PUCA, que vous connaissez peut-être, qui est la poursuite d'un autre qui s'appelait le plan construction architecture. On a juste rajouté un U pour urbanisme. Au PUCA, et au plan construction surtout, il y avait c'est même sa raison d'être initiale, hein, c'était d'accompagner l'expérimentation. Aujourd'hui, c'est une activité qui n'existe plus pour une simple et bonne raison, c'est que cet accompagnement d'expérimentation, c'était aussi une aide financière. Le PUCA était le plan construction finançait les opérations qui l'accompagnaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce qu'on fait en matière d'expérimentation, alors c'est ce dont je vais vous parler là, mais il y a également des appels à projets et à propositions du PUCA qui sont comment dire, qui sont des appels à propositions et à projets du PUCA qui sont des démarches à la fois techniques et juridiques qui permettent en fait à des porteurs de projets de se faire connaître et ensuite de leur permettre via des procédures simplifiées d'avoir accès au marché. Mais le tout ne s'accompagne pas, comme par le passé, de subventions qui d'ailleurs étaient essentiellement dirigées en direction des maîtres d'ouvrage sociaux. Le PUCA est essentiellement expérimenté avec les bailleurs sociaux. Alors, donc, l'autre activité en matière de construction qui, elle, alors, est beaucoup plus aléatoire et épisodique, c'est l'accompagnement des demandes de dérogation. C'est de ça que je dois vous parler ce soir. C'est assez... alors, c'est une activité assez besogneuse, quelque part, puisqu'en fait, l'initiative ne vient pas de nous, on vient nous chercher. Il peut se faire au final que pour des raisons d'agglomération de projets successifs fasse que finalement ça fait expérimentation, ça fait presque programme. Alors ça a été le cas sur quelques opérations assez conséquentes et surtout assez audacieuse quelque part, mais c'est pas le cas de la ventilation naturelle parce que on accompagne donc l'équipe de Philippe Madec et Tribu sur le dossier de Paul Boncourt, mais c'est pour l'instant le seul dossier ventilation naturelle qu'on ait. On l'a fait. Je vais vous montrer sur quel sujet. Alors, je pense que à l'heure qu'il est, je sais pas. Je pense qu'il faut que je fasse assez rapide. Parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait un programme de visite. Après, je ne sais pas si c'est encore à l'ordre du jour. La dérogation à la règle,
Bon, déroger à la règle, en général, c'était la question, c'est que la dérogation, normalement, elle doit être exceptionnelle. Hein. Alors, l'intérêt d'en parler aujourd'hui, c'est parce que, malgré tout, dans le filet de la réglementation, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, pour la ventilation, je ne sais pas si ça a été dit, mais finalement, le problème, c'est si ça a été dit, c'est le caractère qui peut être aléatoire. Alors que la réglementation en matière de ventilation, elle est régie par un arrêté de 1982 qui prévoit un régime permanent et continu. Donc c'est pour cette raison-là, très précisément, que c'est dérogatoire. Donc là, en l'occurrence, on peut tester des réponses en matière de construction pour des solutions techniques, des matériaux, des procédés et outils nouveaux. Ce qui est plus le cas dans le cas de la ventilation naturelle, c'est plutôt pour des idées et des conceptions, parce qu'on voit très bien que nous, on a considéré au PUCA que ce qui était proposé par l'équipe de l'atelier MADEC et Tribu, en fait, la mesure compensatoire, c'était l'organisation du plan, avec notamment les pièces en façade, le caractère traversant. Donc ça, c'est bien des idées et conceptions qui répondent à des besoins émergents. Vous les connaissez tous, les besoins émergents en question. Alors, non, c'est plus qu'émergent, effectivement. Mais par contre, l'idée de se passer de ventilation mécanique, oui, ça peut être... ça fait 40 ans. Absolument. Ah bah, je peux rentrer dans le détail après de la question de l'émergence de cette VMC. Hein. Moi, je pense que c'est... Alors, la question, c'est de savoir quelle est la poule et quel est l'œuf dans cette affaire-là. Est-ce que c'est parce que ça permettait de faire des immeubles plus épais, donc d'augmenter la rentabilité et de faire plus de logements sur la même quantité de foncier? C'est pas... Enfin, je ne sais pas, la question. Moi, je me souviens que cette VMC est apparue à peu près au milieu des années 70. Hein. Si vous regardez les immeubles construits dans les années 60, ils étaient très fins, très peu épais, ils étaient traversants d'ailleurs. Voilà. On va voir dans mon visuel, là j'ai quelques cas de figure de conception à la fois compacte et à la fois en ventilation naturelle. Vous la connaissez tous, hein, c'est le milieu haussmannien. Alors, bon, c'est toujours une erreur de faire des visuels trop verbeux, parce qu'après, on n'a pas le temps de les lire. Surtout quand ils sont perchés comme ça. Alors, effectivement, pourquoi ça doit rester l'exception? La question, c'est notre logique à nous pour accompagner l'expérimentation, c'est effectivement de savoir si cette demande de dérogation, c'est un défaut de la règle. Auquel cas, la logique, ce serait d'aller vers la modification de la règle, ou si c'est simplement une réponse particulière. Mais la question de la mise en cause de la règle nous pose problème aussi, parce que, enfin, en tous les cas, moi, me pose problème. La règle, quand on regarde comment a été construit le code de la construction, on y découvrait en fait une sorte d'historique des problématiques de construction à travers le temps, qui était on le voyait bien dans l'amoncellement et la succession des articles, la façon dont ils se succédaient. Moi, je considère que ces règles de construction sont un bien commun. Il faut les faire évoluer, sans doute avec sagesse et prudence. Alors... Donc, quand et sur quoi déroge-t-on? Alors, la question pourra peut-être être posée de savoir qu'est-ce qui distingue et qu'est-ce qui est discriminant dans l'utilisation de telle ou telle procédure. Je sais que le milieu des architectes a fort poussé il y a quelques années pour
le permis ce qu'il appelait le permis de faire. Le permis de faire s'est muté ensuite lors d'une loi suivante qui s'appelait la loi ESSOC, qui est un acronyme dont j'ai oublié exactement la signification, mais qui a un rapport avec la société de confiance, je crois. Et donc, ça a débouché sur des concepts comme, par exemple, les solutions d'effets équivalents, qui, pour moi, quand on regarde un petit peu précisément comment elles s'organisent, et notamment la procédure qui est liée à la mise en œuvre de ces solutions d'effets équivalents, dont le but, je rappelle que le but, c'est de modifier l'esprit de la rédaction du code de la construction pour faire en sorte qu'on y trouve le moins possible d'obligations de moyens et le plus possible d'obligations de résultats. Donc tout ce qui peut ressembler à des solutions figées, matériellement, techniquement, en termes de procédés, etc., peut trouver une alternative avec quelque chose qui s'appelle les solutions d'effets équivalents. Alors pour moi, c'est... d'abord, je pense que dans l'assistance, il y a plus de personnes qui connaissent des cas de figure de mise en œuvre de ces solutions d'effets équivalents. S'il y en a, je leur passerai volontiers le micro. Moi, j'en connais pas encore. J'ai questionné mes collègues du CEREMA, une de mes collègues du CEREMA, qui m'a dit ne pas en avoir eu, en tous les cas, à expertiser au CEREMA. Donc, tout ça pour dire, quand c'est le PUCA qui encadre une procédure comme ça, c'est des procédures qui sont quand même longues, parce que l'idée, c'est que quand on s'adresse au PUCA, c'est qu'en fait, on n'est pas dans le cadre des solutions d'effets équivalents, on n'est pas dans des solutions techniques alternatives, on est dans un problème de conception, et qui en général met en plus en jeu l'usage du bâtiment. Donc si on veut expertiser, évaluer ce qui a été produit, il faut non seulement que les concepteurs et maîtres d'ouvrage viennent nous voir à l'amont pour dire on veut faire ça et déposer le permis dans l'esprit d'une dérogation, et ensuite il faut que l'opération se construise et il faut qu'elle soit ensuite habitée. Donc ça fait quelque chose d'un peu long. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'immédiateté, puisque la procédure ESSOC des solutions d'effets équivalents, elle est très rapide. Il y a une expertise en amont, une expertise au moment de la réception des travaux, et puis point barre. Donc c'est quelque chose de rapide, court. Est-ce que ça ressemblerait à quelque chose comme de latex? Peut-être pas, qui dure 5 ans. Ça dure moins normalement. Voilà, donc voilà, donc on est sur des dispositifs qui s'adressent aux questions de salubrité, de santé, aération, ventilation, acoustique, éventuellement sécurité incendie, même si pour la sécurité incendie, en fait, il y a des procédures particulières maintenant qui sont très normées. Ce qu'on appelle les études d'ingénierie de sécurité incendie, qu'on a eu à mettre en œuvre pour une raison très précise, mais c'est pas le fond de notre expertise à nous ne porte pas là-dessus. Et d'ailleurs, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qui est en charge de ces sujets. Parce qu'en fait, c'est la sécurité incendie, tout simplement. Ça, c'est des images. Alors, juste pour dire de quoi je parlais tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle des immeubles à cour couverte. Alors, en gros, c'est dérogatoire, ça, et ça ne peut pas faire l'objet d'une procédure rapide, parce que ce qui est en jeu, c'est le fait que l'aération est prise sur un espace fermé, l'acoustique de l'espace de circulation n'est pas conforme, la sécurité incendie nécessite des dérogations, et plein d'autres choses encore. Voilà, donc ça, vous avez 3 opérations. Une ici à Rennes, qui est d'ailleurs magnifique sur le plan technique
quasi irréprochable. Hein. On a des niveaux d'affaiblissement acoustique entre planchers de 60 dB. Ça a vraiment été super travaillé. En bas, là, c'est à Bordeaux, une opération de Nicolas Michelin. Donc là, la première, c'est Christian Ovette. Nicolas Michelin en bas à droite. Et à gauche, c'est une opération qui a été construite à Toulouse, où là, la cour est en fait presque une façade vitrée. Alors, elle est orientée en direction de l'Est. Elle a très peu de parties zénithales. Et ça s'appelle une venelle bioclimatique. Alors bon, ces démarches s'apparentaient à quelque chose que vous connaissez bien, puisque c'est aussi des réminiscences des idées fouriéristes et des cours couvertes. Là, on a en parallèle Bordeaux et puis le familistère de Godin. Mais en fait, c'est le bioclimatisme qui a remis en selle ces questions. Donc c'est à nouveau une question de conception. Hein. On est sur de la conception lourde, de l'organisation topologique du projet, et pas simplement des attributs techniques ou mécaniques. Donc je ne vais pas vous parler de ça, mais sachez que sur le site du PUCA, vous trouverez les analyses d'évaluation de ces dossiers. Et on est actuellement, avec Jean-Michel Léger, en train de faire une synthèse de ces trois dossiers, qui en gros ont plus ou moins les mêmes qualités, plus ou moins les mêmes défauts, en fait. Hein. Voilà. Alors, quand on vient voir le PUCA, ou même l'administration, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a 4 possibilités. On y croit, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin de nous. On y croit et c'est vraiment expérimentable. C'est le cas de Paul Boncourt. Et puis, dans certains cas, on n'y croit pas trop, mais on se dit que peut-être l'expérimentation, effectivement, donnerait raison aux porteurs de projets. Et puis, il y a aussi ceux où on ne croit pas et on dit non. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, ça nous est arrivé, notamment sur les cours couvertes, où là, vraiment, le projet arrivait avec un truc complètement obscur. C'était juste un moyen d'optimiser le foncier disponible. Donc, on est passé... Donc, bon, sur la ventilation naturelle, on y croit d'autant plus qu'on l'expérimente. Enfin, quand on habite dans ce type de bâtiment, on sait très bien qu'il y a des courants d'air dans tous les sens. La question, c'est de savoir comment on fait pour empêcher les portes de claquer. Donc, il doit bien y avoir un moyen d'exploiter cette énergie. Alors, déroger avec le PUCA. Donc, je reviens un petit peu. Bon, j'ai déjà dit, donc je vais passer. Disons que notre cœur de métier, c'est quand il y a de la qualité d'usage et de l'analyse à produire sur la façon dont les lieux sont utilisés. Bon, là, je vous rappelais un peu le cadre juridique du PUCA, mais je vais passer parce qu'il est tard. Alors, la procédure, en gros, ça, je l'ai piqué dans un article qui le précise à propos de quelque chose d'autre. Mais ça reste valable, c'est-à-dire qu'une demande de dérogation, ça suppose que les auteurs ont identifié à quel problème ils étaient confrontés, qu'ils ont déjà en tête des mesures compensatoires, voilà. Et qu'ils ont aussi un motif pour évidemment être porteurs de ce dossier. Là, dans le cas des cours couvertes, on avait une sorte de mix entre le bioclimatisme et puis cette espèce de réminiscence des idées de convivialité, qui sont d'ailleurs plus particulièrement là, sur ce point-là, qu'à mon avis se porte l'échec du truc. C'est-à-dire le bioclimatisme fonctionne assez bien. Par contre, on est dans un vrai problème de convivialité dans ces espaces qui sont l'inverse. Alors, c'est marrant parce que dans la première époque du bioclimatisme, dans les années 70-80, il y a déjà eu des tentatives de ces cours couvertes. Hein. Il y a eu même une analyse de l'AUA réalisée à l'époque
C'est des projets de Villers, entre autres, mais pas que. Il y en a un qui a été construit à Saint-Étienne, qui avait mis le doigt sur ces questions qui étaient essentiellement liées à l'acoustique, en fait, dans ces espaces. Ils avaient mis le doigt, et j'ai pu faire un peu d'archéologie réglementaire parce que il y a un article du Code de la construction qui dit les cours couvertes sont interdites. Cet article a été rajouté en 84. Donc c'est bien qu'il y avait eu une conclusion tirée à cette époque, sauf que j'ai trouvé aucune explication de la chose. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas poursuivre là-dessus. Alors la procédure, le pétitionnaire, et c'est ce que vous faites, c'est-à-dire la question se posera de conflit entre l'application de la thermique et puis la question de la ventilation. Voilà, je pense que d'ailleurs le problème est déjà résolu. Il me semble que le bureau d'études en question est en train de faire le travail. Ils n'avaient pas vérifié que dans le modèle de calcul du CSTB, on pouvait faire entrer l'ouverture des fenêtres comme un moyen. Je ne vais pas trop non plus parler du dossier en cours puisqu'il est en cours de traitement. Mais en gros, la procédure, c'est ça. C'est-à-dire, à partir des contacts préalables qui sont importants, hein, c'est là qu'on est persuadé ou pas du bien fondé du projet. L'administration est amenée. Alors, le CEREMA intervient. Nous, on est en fait au PUCA, on est un peu conducteur d'opération. C'est-à-dire qu'on s'entoure sur des sujets comme ça d'avis d'experts. Même chose d'ailleurs après sur les évaluations. Les évaluations sur les cours couvertes, on a fait travailler 3 labos de recherche des écoles d'archi, à Belleville, à Bordeaux et à Clermont. Ensuite, on a l'élaboration en phase d'étude des mesures compensatoires et du dispositif de suivi. Tout ça rentre dans le cadre d'un protocole avec le PUCA. On ne peut plus imposer le CEREMA, puisque le CEREMA maintenant est nage dans la cour des grands là, et dans le monde concurrentiel, donc on n'est pas censé imposer le CEREMA, ce qui n'était pas le cas quand on a fait les études sur les cours couvertes. Mais on définit le cadre d'intervention du suivi et évaluation et ceux qui vont devoir mesurer, suivre, etc. Donc avec tout ça, théoriquement, tout est prêt pour obtenir la dérogation. On l'obtient. Ça permet de mettre au carré les dossiers, les autorisations administratives, les permis de construire modificatifs et compagnie. Et le suivi, évaluation, ensuite peut être lancé, qui débouche sur une REX, enfin un retour d'expérience, voilà, qui lui-même a éventuellement vocation à réinterroger les gardiens du texte. Voilà en gros le schéma. Voilà, donc à Paul Boncourt, je crois l'exposé a été assez éclairant. Voilà, donc c'est ce qui a été fait. On a un engagement, un protocole entre 4 acteurs. Le maître d'œuvre s'est dédoublé puisqu'il y a Philippe Madec et Tribu. Il y a le maître d'ouvrage et puis le PUCA. Et c'est le PUCA et non l'administration qui voilà. Alors je vais y venir, c'est dans le protocole. Alors effectivement, le protocole contient des clauses coût, délai, qualité. Et effectivement, là, nous, on n'est plus théoriquement financeurs. Quand on vient chercher nous chercher pour faire une expérimentation, on l'a été. Les crédits ont été divisés par 2 et plus, parce qu'entre 2000 et aujourd'hui, les crédits du PUCA ont quand même été un peu fondu. Donc on ne finance plus, c'est le demandeur qui finance l'expé. Voilà.
il y a eu des estimations de coûts. Et dans un cas comme celui-là, il faut quand même appareiller, il faut équiper le bâtiment pour le suivre. Donc ça a un certain coût. Alors le devis du CEREMA, parce que là pour le coup c'est le CEREMA qui va le faire quand même. Le devis du CEREMA est pas, on l'avait estimé à 25 000 €, mais c'est il y a 4 ans. Alors c'est pas les 5 ans de latex, hein, c'est le Covid, je crois, les difficultés d'appel d'offres et des retards. Enfin, donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions là, monologue. Les 25 000, ça représente, c'est censé représenter le coût d'intervention du CEREMA. CEREMA ou de quelqu'un d'autre, puisque le cahier des charges est très explicite, hein, est très clair. Voilà. Il est pris à moitié par le maître d'ouvrage et à moitié par le PUCA, je précise quand même. Alors, voilà, oui, sur le mode de c'est presque fini. Alors bon, là, c'est un extrait des mesures à réaliser. Donc, en fait, c'est dans la suite de ce que vient de vous dire Alain Bornarel, pour vérifier les flux, etc., pour mesurer les niveaux de pollution dans le logement, pour permettre l'entrebâillement des fenêtres, etc. Il y a une série d'équipements à disposer. Voilà. On avait même pensé, mais je pense que ça, on va y renoncer, mettre des contacts de feuillure pour vérifier que les fenêtres s'ouvrent et se ferment. Et en vérité, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Et en plus, ça risque quand même d'être un peu ressenti comme du flicage. Ce que je pense qu'en fait, là, on est dans une logique plutôt de résultats plutôt que de moyens. Donc, à la fois, c'est de la mesure en continu. On va être assez vite fixé sur le fait de savoir si on est dans les clous ou si on en sort en termes de performance. Voilà, donc bon, c'était pour rappeler un petit peu. Il y a un petit coup de pouce de la technique. La technique peut avoir comme ça, c'est l'histoire du roulement à billes d'Ivan Illich. Hein, c'est le truc génial qui permet de faire avec la même énergie 3 ou 4 fois plus de choses et sans finalement être très très pénalisant pour l'ensemble du monde qu'on a autour. Voilà. Bon, mais alors, bon, l'opération irréversible, le cas échéant, ça c'est vraiment ceinture et bretelles, c'est la mesure qui a été implantée dans le protocole et dans probablement la dérogation qui sera accordée, qui est une mesure de précaution prise par l'administration pour s'assurer que si jamais ça, pour une raison X, ça ne marchait pas, il y a moyen de revenir en arrière. Bon. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que ça sera une opération réussie. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions urgentes absolument? Allez. La ventilation naturelle. La ventilation naturelle a beaucoup plus d'avantages que la ventilation que l'on met actuellement dans les logements. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est une question. Oui.
Parce qu'en fait, il y a des dérogations et tout ça, mais en fait, la ventilation naturelle est quand même meilleure que la ventilation que l'on met dans les maisons, enfin, dans les logements actuellement, comme vous disiez, avec tout ce qui est VMC, etc. Du coup, je voulais savoir... Pardon. À quoi ça sert? Ouais, enfin... Pourquoi les... Non, pas du tout. C'est pourquoi il fallait vraiment... c'est vraiment pas clair. Est-ce que la ventilation naturelle est plus efficace que la ventilation expansée? C'est les mêmes volumes que tu dois renouveler réglementairement. C'est quelque chose que tu as moins de mécanique et quand ton système tombe en panne. C'est les mêmes volumes que réglementairement on doit de renouvellement d'air. Donc il n'y en a pas un qui ventile mieux que l'autre. Ça va être à l'usage. Si les gens laissent leur fenêtre ouverte tout le temps, forcément il y aura une meilleure ventilation, mais tu vas aussi perdre de la chaleur. La différence, c'est que là, tu as un système qui, on pourrait dire, est passif, qui ne s'appuie pas sur de la mécanique, ni sur de l'énergie, ni sur toute une usine à gaz qui est très compliquée à maintenir, à gérer, à entretenir, où généralement, on le sait bien, les bailleurs, les propriétaires ne font pas cet entretien-là. Donc, au bout de quelques années, tu as... l'efficacité de tout ton dispositif technique décroît, et donc à un moment, tu respires un air vicié. D'ailleurs, Raphaël a pris des mesures ici. Je crois qu'il faut augmenter le débit, je crois, Jean-Pierre. Je crois qu'on est un peu... Ok. Non, la dérogation... Non, tu as dit l'essentiel. Il y a un truc qui s'appelle l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a fait des enquêtes sur un paquet de logements, mais aussi en tertiaire, sur des écoles, etc. Allez voir, c'est intéressant. Enfin bon, un logement sur deux est sous-ventilé en France, et pourtant avec une ventilation mécanique. C'est-à-dire qu'on vit depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans même maintenant, 40 ans, avec l'idée que la mécanique est sûre et fiable. Non, c'est pas vrai. Il peut y avoir des conneries de dimensionnement, il peut y avoir des conneries de mise en œuvre, et puis il y a évidemment les questions d'entretien, de maintenance. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour la qualité de l'air intérieur, la ventilation naturelle a son avantage parce qu'on maîtrise. Là, c'est l'occupant qui maîtrise son environnement. On va dire, ont été un peu stoppés dans leurs élans pour développer la ventilation naturelle. Et voilà. Mais pourquoi, si on sait que c'était mauvais pour la santé, pourquoi... Okay. C'est pas mauvais pour la santé quand même, parce que la raison de la ventilation mécanique, mécanique, c'est justement la santé, c'est la qualité de l'air, donc c'est pas. C'est juste au passage pour préciser que je ne sais pas si des personnes ici savent qu'il existe une police du code de la construction. Vous les avez déjà rencontrés, non? C'était le CEREMA, enfin les anciens CT qui étaient en charge de cette mission. C'est des agents assermentés qui ont un statut d'officier de police judiciaire, je crois. Comment? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, leur travail s'appelle le contrôle réglementaire de la construction, et je sais qu'en Ile-de-France, l'activité concernait quand même environ 5% de la production, ce qui n'est pas complètement anodin. Et un des points qui était le plus souvent soulevé, c'était les questions d'obturation, de bouches de VMC, etc. Classique. Les gens trouvent que ça fait trop de bruit, que c'est trop bruyant, etc. Non, mais c'est sur tout à fait autre chose. Plusieurs fois, les questions de délai ont été citées, là, 4 ans, 5 ans, etc. Ça fait la trouille, ça. Hein. C'est pas l'expérimentation. Hein.
Si on a eu un prolongement des délais sur cette opération, c'est pour notamment sur les appels d'offres. Donc il a fallu recommencer. L'expérimentation n'a pas grévé les délais. Hein. Je ne faut pas avoir ça en tête. On a peut-être mal compris. Non. Il y a eu, alors, en plus, il y a certainement une part de responsabilité de notre côté, parce qu'il y a eu des changements de poste. Je précise quand même que, compte tenu de ce que j'ai dit, à savoir que c'est pas l'expérimentation en tant que telle qui dure longtemps, c'est le fait de prendre le bébé au départ, en phase de conception, et de l'accompagner à 3-4 ans. Par exemple, sur les cours couverts, ça n'avait pas tellement de sens de faire une évaluation le jour de l'inauguration. Enfin, il fallait attendre un peu, voir comment les choses se passaient, avoir les premières expériences des gestionnaires, des habitants, etc. etc. Et bon, voilà, donc c'est à mon avis un délai normal. Je pense que ce qui a été mal compris dans ma phrase tout à l'heure à propos de latex, c'est que l'enjeu de latex s'est passé après avoir fait nos études, après avoir obtenu le permis de construire, après avoir fait toutes les études, fait l'appel d'offres des entreprises et avoir retenu l'entreprise. Donc c'est tout ce temps-là, puisque finalement c'est que quand on a l'entreprise que l'on est en nécessité ou non de passer cette latex. Donc voilà, il y a eu tout ce temps de 4-5 ans, et c'est simplement à la fin de ce temps-là qu'on a vu qu'il y avait un souci et que le maître d'ouvrage a vu qu'il pourrait y avoir un souci. Donc c'est là qu'on a fait tout le travail dont Alain a parlé tout à l'heure. Sur la ventilation naturelle, je voudrais juste rajouter un point de vue pas technique pour un sou, qui est celui de la qualité de vie. Et puis, on va dire après, de la frugalité, quoi. 2 fois plus de bien-être, donc quand même des fenêtres dans toutes les pièces, des logements traversants, isolés par l'extérieur, avec l'inertie qu'il faut à l'intérieur. Voilà. Ce 2 fois plus de bien-être-là, on l'a grâce à ça, parce que pour arriver à ça, il fallait qu'on mette des fenêtres partout. 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Parce que c'est autant de tuyaux en moins, c'est autant de fils électriques en cuivre en moins, c'est autant de toutes ces choses-là qui sont à entretenir en moins. Et ce 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources, c'est le sous-titre du facteur 4 du Club de Rome. Et pour moi, il n'y a pas d'autre programme d'avenir, quoi. Et si ça peut rendre les gens heureux, eh ben faisons-le, quoi. Philippe, c'est un excellent mot de la conclusion. Comme il est extrêmement tard et qu'on voit que l'attention des uns et des autres baisse, je vous propose de s'arrêter là pour les questions. Sauf si vous avez encore une attention pour une demi-heure, mais sinon on continue en grignotant. On va quand même profiter d'être là pour que Giampiero nous parle quand même d'un magnifique exemple de ventilation naturelle qu'on a sous la main, avec ses capteurs et son feu tricolore, hein, qui est là et qui nous met un orange, comme quoi il y a la qualité de l'air. Bon, après on est en pleine occupation. On est en pleine occupation, donc c'est à peu près normal. Non, comme mot de la conclusion, Marc l'a dit tout à l'heure, je pense, et puis les conférences d'Alain, de Philippe le montrent systématiquement. La mesure compensatoire, c'est l'architecture. Voilà, alors pour nos métiers. Marc a dit tout à l'heure, la mesure compensatoire, c'est le plan. On va dire que c'est l'architecture. C'est bien, ça donne de la valeur à notre métier. Le plan plus les modélisations, quand même. Oui, plus l'étude de l'ingénieur qui sait ne pas regarder les chiffres. Bon, merci beaucoup pour vos 3 interventions. Giampiero ? Un mot. Alors, je vous propose qu'on boit un coup si on y arrive, et après je vous montre vite fait ce qui se passe dans cette pièce, comment ça marche, avec un verre à la main, comme ça vous respirez d'un coup. Ouais. Dans ce cas, avant de terminer, je vous rappelle l'exposition à l'École nationale supérieure d'architecture de la Villette. On est à 5 minutes à pied ici jusqu'au 22 avril, avec notamment c'est pas des maquettes, c'est des vrais registres, des échangeurs thermiques de différents modèles qui sont exposés, que l'on peut toucher, que l'on peut regarder, on peut voir ce qui se passe dedans. D'habitude on les voit pas, là on a encore la chance de les voir, mais sinon c'est des choses qui sont planquées dans des faux plafonds, etc. L'apéro du Waterpaille du nouveau BTP le 11 avril à 18h, après la conférence d'Alain Bornarel et de Clément Gaillard sur l'histoire de la ventilation
ventilation naturelle. Donc je pense que sur certaines des questions qui ont été soulevées, cette conférence apportera des réponses. Et si ce n'est pas le cas, il y aura encore 2 autres conférences dans la foulée qui permettront de répondre à l'ensemble des questions. Je vous invite, au nom des organisateurs de l'exposition, à rejoindre ces conférences et puis aussi rejoindre le mouvement de la frugalité. Donc vous avez 2 représentants là, 2 ex-représentants là. Et signer la pétition pour la baisse de la TVA sur la matière de sur ces géosourcés et de réemploi. Et lire Topophile, dont Martin et moi sommes les rhapsodes. L'ami des lieux, la revue des espaces heureux. Vous avez des brochures à table. Et un applaudissement, s'il vous plaît, pour nos intervenants.